Bienvenue dans le podcast Changer pour mieux, le podcast qui aide les femmes à aligner leurs aspirations personnelles avec leurs aspirations professionnelles. Je m'appelle Sophie et je suis consultante en accompagnement professionnel. Ici, je parle de carrière seule ou avec des experts et des invités. Si vous souhaitez avoir des conseils, des astuces, des expériences inspirantes pour vous aider dans vos réflexions professionnelles, vous êtes au bon endroit. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons écouter le témoignage d'Emmanuelle Serpaggi qui doit trouver l'équilibre entre une double casquette, celle de son poste de DRH et celle de son rôle de coach. Nous allons écouter tout de suite son témoignage. Bonne écoute. Bonjour Emmanuelle, merci d'avoir accepté mon invitation sur cet épisode de podcast Changer pour mieux. Je trouvais intéressant de te recevoir sur le podcast pour que tu nous partages ton parcours, mais aussi une caractéristique particulière que tu as, d'avoir une double casquette qui n'est pas forcément évidente à gérer, c'est ce dont tu nous parleras aujourd'hui, ton rôle de DRH et ton rôle de coach. On va commencer cet épisode de podcast par voilà, une présentation de ton parcours, de ce qui voilà, te caractérise en quelques points. Et puis ensuite, voilà, on découvrira un petit peu plus en détail tous les éléments qui caractérisent cette dualité de rôle DRH et coach. Ok, merci. Bonjour Sophie, bonjour à tous. Merci de m'inviter dans ce podcast. Alors, mon parcours professionnel, il est un parcours qui est un parcours dans les RH depuis quasiment 22 ou 23 ans. J'ai pas une formation RH, moi j'ai une formation sociologie des organisations et communication interne. Et quand j'ai démarré ma carrière professionnelle, ce qui m'intéressait dans la communication interne, c'était le rapport que chacun avait avec son travail et la manière dont il pouvait en parler aux autres. On n'était pas très loin des RH, mais je ne le savais pas encore. J'ai démarré ma carrière professionnelle dans une société de services informatiques, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, où évidemment le cœur, la ressource, le moteur, c'est l'humain. Et assez vite, j'ai basculé dans une fonction RH, rattachée dans une direction opérationnelle, donc une fonction RH tout de suite très opérationnelle, très proche du métier, très intégrée, ce qu'on appelle aujourd'hui un HRBP, mais ça ne s'appelait pas comme ça à l'époque. Tout mon parcours, je l'ai fait ensuite dans les RH. J'ai travaillé pendant plusieurs années dans la métallurgie. J'ai travaillé dans l'associatif sportif et aujourd'hui, je suis DRH au sein d'une mutuelle de l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est un parcours qui m'a permis d'explorer, c'est ce que je trouve enrichissant dans le parcours d'RH et de fonction support, qui m'a permis d'explorer des milieux très différents, des secteurs d'activité très différents et de toujours exploiter ce qui me passionne et qui continue à me passionner, le rapport que chaque individu a avec son travail, comment l'un influence l'autre et comment ça influence aussi le collectif de travail. Super intéressant, d'où peut-être d'ailleurs la réponse à ma question suivante qui est: qu'est-ce qui t'a donné envie de te former au coaching en complément de ce rôle de DRH que tu as? Le coaching, c'est un outil que les RH utilisent assez souvent dans les différents outils qui servent à soit accompagner un collaborateur dont le comportement est pas adapté à la culture de l'entreprise ou au fonctionnement de l'entreprise, hein. Moi, ça m'est arrivé de proposer des coachings à des collaborateurs quand on avait des difficultés, ou je trouve de plus en plus proposer des coachings à des collaborateurs dont on voudrait augmenter l'aisance relationnelle, qu'on voudrait aider à être encore meilleurs dans leur qualité de relation. Donc c'est un outil que je connaissais pour le préconiser, mais que je n'avais jamais, moi, expérimenté. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer un directeur pédagogique, chercheur, coach, qui nous a accompagnés lorsque j'étais DRH du Comité national olympique et sportif français dans la mise en place d'une action de formation auprès de toute l'équipe de managers du CNOSF et à travers cette rencontre, découvrir une approche de la meilleure connaissance de soi pour mieux connaître les autres et comment, une fois qu'on a commencé à travailler dans ces sujets-là,
on peut être encore meilleur dans son efficacité relationnelle. Il se trouve que ce formateur était aussi, prof dans une école de coaching qu'il a montée. Il m'a fait l'honneur de me demander d'être, membre de son jury pendant 2 années, donc j'ai été, jury de cette école, et j'ai découvert des parcours de vie incroyables et des transformations de vie liées au coaching qui m'ont donné envie de postuler. Voilà, donc au bout de 2 années de jury, j'ai passé la tête en disant: «Est-ce que moi aussi, je peux suivre, ce parcours de formation pour devenir coach?» Voilà, et donc c'est ce que j'ai fait en 2023, et c'est à la fois un chemin intérieur, de meilleure connaissance de soi et une ouverture, au monde, qui a changé aussi ma manière de faire, de la DRH. Voilà. C'est ce que nous disait en effet, une de nos précédentes invitées, Hélène, qui s'était formée au coaching et qui en fait finalement en avait aussi retiré beaucoup de choses, sur la connaissance de soi-même. Finalement se former au coaching, ça permet, de coacher les autres, mais ça permet aussi finalement de se coacher soi-même, avant tout, non? C'est un peu ça? En tout cas, il y a une démarche introspective qui est, à mon avis, absolument obligatoire pour se connaître mieux, identifier ses propres biais dans l'accompagnement, et ça permet de placer comme une vigie au-dessus de soi pour se regarder en tant que coach, et avoir la posture, la plus neutre possible, même si c'est une quête impossible, mais en tout cas, être conscient des biais qui se jouent en soi, et donc on est obligé de passer, à mon sens, par cette phase introspective, et ce professeur de coaching qui s'appelle Fabien Deloche nous a dit pendant un bon moment pendant la formation: «Vous allez coller un panneau, en travaux sur votre, esprit, et il va y rester toute votre vie». Ce travail introspectif, il est aussi, tout au long de la vie, qu'on soit coach ou qu'on soit pas coach, parce que dans les, autres élèves qui ont suivi la formation, certains ne vont pas devenir coach, et ne le souhaitaient pas, mais ça leur permet, et moi, c'est aussi ce que ça a apporté dans ma pratique de DRH, d'avoir un rapport à l'accompagnement des autres un peu différent. Tu as fait cette formation de coaching alors que tu étais en poste? Comment tu as Oui. organisé ton temps, Alors, moi, j'ai la chance de travailler, dans une entreprise qui est, très ouverte à ces sujets de croissance, on va dire, d'esprit de croissance, de développement des collaborateurs. Donc j'ai eu la chance de suivre cette formation sur mon temps de travail. Voilà, donc j'ai été accompagnée par mon employeur dans cette formation qui est très complète. Alors je ne vais pas faire la promotion, même si je vous invite à aller faire un tour sur le site internet. Mais c'est une formation qui est très complète, qui travaille aussi sur le coaching collectif. On a travaillé et on s'est formé aussi au co-développement. Donc il y a aussi des compétences de facilitation qui sont des compétences qui me sont très utiles aujourd'hui dans mon poste de DRH. Donc il y a à la fois, comment ça a changé ma manière d'être RH, et puis il y a aussi, comment j'ai acquis d'autres compétences pour accompagner le collectif, de la mutuelle dans laquelle je travaille, à développer son intelligence collective, à changer les manières de travailler, également. Oui, mais de toute façon, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on pourra mettre, dans le descriptif du podcast en ressources, donc le site Oui, internet de l'école de OK. coaching. Comme ça, voilà, Heu, si certains ont envie d'en savoir plus, ils pourront aller voir, en effet, donc je OK, le mettrai très bien. en ressources. Du coup, quels ont été les moments et les expériences qui ont marqué, tout ton cheminement professionnel, depuis, le démarrage, dans la société de services informatiques jusqu'aujourd'hui, la mutuelle dans laquelle tu travailles? Il y a eu beaucoup d'éléments marquants. Dans la société de services informatiques dans laquelle j'étais, on était dans un climat de croissance très forte, hein. On est dans les années 2000, il y a beaucoup de travail à faire, sur les systèmes d'info. On est juste après le vrai faux bug de l'an 2000. Enfin, il y a énormément de croissance dans ces milieux-là. Donc moi, j'accompagne à ce moment-là une business unit sur la partie, RH. Quand j'arrive dans cette business unit, il y a 200 personnes. Quand j'en pars quelques années après, on est 700. Et comment, du coup, on accompagne la croissance, les process RH. Alors, il y avait une DRH centrale, hein, qui fournissait aussi un certain nombre de contenus de process RH et de politique RH.
Et moi, j'avais vraiment une position de déploiement et c'est ce que j'ai aimé. C'est vraiment, pour moi, la pertinence d'un acteur RH, c'est quand il est capable de parler métier avec l'ensemble des familles de métiers. Et quand on ne comprend pas, eh ben, on s'assoit à côté du collègue et on lui dit bah, parle-moi comme si j'avais 5 ans, comme si j'en avais 10. Qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que c'est difficile pour toi? De quoi tu as besoin? Euh, ça a été un apprentissage très, très fort. Le deuxième apprentissage dans la société où j'ai travaillé en métallurgie, c'est plutôt la pluridisciplinarité des métiers et des collaborateurs, hein. Il y a des ouvriers comme des polytechniciens, donc il faut être capable d'accompagner l'ensemble de ce type de collaborateurs. Et moi, je suis très touchée par l'industrie. J'aime beaucoup le produit, voir la machine. J'ai travaillé aussi, j'en ai pas parlé, j'ai travaillé un petit peu en centrale nucléaire. Voilà, j'étais assez fascinée de voir fonctionner ces équipements. Après 7 années d'activité de service, c'était chouette aussi voilà, d'aller à l'usine et de voir les produits. Je pense que le grand marqueur de ma carrière, c'est d'avoir été la DRH du Comité national olympique et sportif français. Ça, c'est quand même un. Il n'y en a pas beaucoup, quoi, des métiers comme celui-là. Et d'avoir eu aussi la chance d'aller aux Jeux olympiques de Tokyo en tant que référent Covid. Euh, donc ça n'avait rien à voir avec les RH et pour autant, il a fallu accompagner la délégation sportive pendant cette période Covid avec tout un collectif qui connaissait très bien le mouvement olympique, la tension des Jeux olympiques. Euh, Travailler au comité olympique, c'est travailler à la fois dans une structure qui est très politique au sens de la cité et puis qui est très politique aussi dans le sens des enjeux de politique, de l'impact des mandats sur l'activité opérationnelle et d'accompagner les salariés dans cette compréhension de l'écosystème politique et comment ça peut venir influencer leur travail au quotidien. C'est un lieu de passion et ça n'a pas de prix non plus de travailler. Le taux d'engagement des collaborateurs du comité olympique est tellement élevé que Oui, parce il que faut ça, juste. on parle souvent hein, du taux d'engagement aussi des bénévoles par rapport aux salariés. Exactement. Ouais. Ouais, ouais, Donc on voit que ouais, le travail, ou en tout cas, voilà, c'est pas l'argent en fait finalement qui fait la motivation quand on voit le taux d'engagement des bénévoles. non, tout à fait, ouais, tout à fait. Et ça, c'est un des enjeux hein, de protéger les salariés de l'influence que peuvent avoir des bénévoles qui, eux, s'engagent en dehors des heures de travail, hein, qui s'engagent en dehors du concept de droit à la déconnexion que nous, DRH, on doit faire absolument respecter, à la fois pour protéger nos salariés, mais pour protéger l'institution. Donc moi, j'ai eu à vivre pendant ces 5 années euh, ces tensions et à faire en sorte de faire jouer, mettre du mou dans les rouages pour que ça continue à tourner. C'était une expérience incroyable qui va chercher des ressources. J'aurais sans doute traité ou j'aurais pris une position différente dans mon accompagnement en tant que DRH du CNOSF si j'avais eu la formation de coach. Mais on apprend au fur et à mesure et on se complète au fur et à mesure. Euh, ce que la formation de coach apprend, c'est aussi de laisser le collaborateur inventer sa solution. Moi, je pense que j'ai eu une posture de DRH pendant longtemps qui était une posture de résolution de problèmes. Il fallait trouver la solution, il fallait aider le collaborateur, il fallait trouver la solution pour le manager. Euh, Avec une casquette de coach en plus, j'ai appris à faire émerger la solution de l'individu, à faire émerger la solution du collectif et pas essayer d'appliquer une solution. Alors c'est parfois très déstabilisant pour les salariés qui viennent voir la DRH en se disant, elle va trouver quelque chose. Et moi maintenant, je leur réponds, qu'est-ce que tu peux faire, de quoi tu as besoin, quelles sont tes ressources à toi,
Ça a vraiment fait changer ma manière d'être DRH aujourd'hui. Et rejoindre une mutuelle, c'était pour moi continuer un engagement professionnel dans l'économie sociale et solidaire, donc dans un environnement économique dont l'objet n'est pas la seule efficacité opérationnelle et la seule rentabilité, mais aussi un dessein un peu plus grand de protection de la santé des adhérents. Voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis justement sur ta posture de DRH du coup qui aurait été et qui a été du coup modifiée par par cette formation de coach. Du coup, parfois, certains peuvent confondre un peu le rôle d'un RH et celui d'un coach. Comment toi, avec en plus ton regard où tu as été DRH avant d'être coach et maintenant tu as la double casquette et la Oui, double vision, c'est quoi la différence entre un rôle de RH et un rôle de coach? euh, c'est quoi la différence entre un rôle de DRH et un rôle de coach? Alors, est-ce que je commence par les différences ou est-ce que je commence par, C'est toi qui vois. Les par les similarités, ouais. ressemblances? Ouais, c'est ça. On a un rôle, les deux casquettes ont un rôle, c'est celui de poser le cadre. La différence entre les deux casquettes, c'est que la RH, on attend d'elle qu'elle fasse respecter le cadre et qu'elle ait les outils pour le faire. Ça veut dire pouvoir aller jusqu'au recadrage, pouvoir aller jusqu'à la sanction, ce que ne fait pas un coach. Je voudrais préciser un élément qui est peut-être pas forcément très clair. Moi, je ne suis pas la coach des collaborateurs de la mutuelle dans laquelle je travaille. On ne peut pas, selon moi, être DRH et coach dans la même structure. Pour autant, ma pratique de RH a évolué depuis que j'ai été formée au coaching. Mais je ne fais pas de coaching dans la structure. Éthiquement, c'est pas OK et puis les collaborateurs ne le souhaitent pas parce que c'est bizarre. Truc, voilà. Donc je coach à côté, souvent des salariés qui sont pas dans la structure. La grande différence, il me semble, entre, la DRH et le coach, c'est que la DRH, à un moment, elle doit prendre la décision, elle doit prendre position, elle doit choisir, acter. Alors dans les conflits, comment on sort du conflit? Qui doit être impliqué, dans le conflit? Elle prend position. Le coach a forcément un avis sur la question, mais c'est pas ça qu'on attend de lui. Ce qu'on attend de lui, c'est d'aller permettre à l'individu qui l'accompagne de mobiliser, de prendre conscience des ressources dont il dispose et de les mobiliser sans porter de jugement, sans porter d'échéance, à la réalisation. DRH, il a le droit de dire, ben, tu as besoin d'une formation, mais dans 6 mois, il faut que tu sois opérationnel si on a rempli toutes les conditions dont tu avais besoin pour remplir ta mission. Le coach, il pose pas l'ultimatum comme ça. Le coach, il fait en sorte que la personne qui est accompagnée exprime lui-même son propre ultimatum et se l'imprègne suffisamment pour que ce soit un driver pour lui, pour que ce soit un guide pour lui. On essaye aussi, dans la posture de coaching, alors évidemment de ne pas juger, mais aussi de ne pas questionner le pourquoi, en un mot. Pourquoi tu as fait ou pourquoi tu n'as pas fait, ce qu'on peut s'autoriser plus à faire quand on est dans une posture de DRH. Vraiment, je pense que cette idée on attend aussi du DRH qu'il définisse les objectifs, qu'il définisse la stratégie, qu'il travaille avec l'entreprise, ou avec la collectivité dans laquelle il intervient pour tracer le chemin et accompagner les collaborateurs dans ce chemin. Le coach, il doit permettre à l'individu de tracer son propre chemin. Et en même temps, c'est vrai que DRH, pour moi, il y a aussi cette notion d'être au service de la performance de l'entreprise. Alors après, on n'est pas forcément DRH d'une entreprise, on peut être aussi DRH d'une organisation à but non lucratif ou d'une Tout à fait. association ou autre. Mais en tout cas, il y a ce rôle un peu, tu disais de HRBP, Human Resource Business Partner, donc le responsable RH, le business partner. Et donc, il y a quand même cette notion d'être garant et au service des objectifs stratégiques d'une organisation
autant ou même plus qu'être au service des salariés finalement et pour moi, c'est ça qui diffère aussi entre le DRH et le coach, c'est que le DRH, il est quand même là pour, arriver à, faire concilier les orientations stratégiques de l'organisation dans le respect, des besoins des salariés. Mais en fait, il est quand même au service de l'organisation avant tout, alors que le coach, c'est pas forcément sa posture. Je ne sais pas si tu partages ou Oui, je vois ce que tu veux dire. Alors moi, il y a 2 points que je voudrais ajouter par rapport à ce que tu viens de dire. Le 1er, c'est que, en tout cas, ma pratique de coaching aujourd'hui et je pense que ça correspond aussi à mon histoire. Moi, je fais plutôt du coaching tripartite, c'est-à-dire entre un salarié, une entreprise et un coach. Donc on est toujours dans ce domaine, alors de la bonne adéquation entre, le besoin de l'individu, et le besoin de l'entreprise. Dans ce coaching professionnel, on est sur ces sujets-là, même si ce sont des sujets de développement personnel qui peuvent être, évidemment, travaillés. Et par rapport à ce que tu disais sur répondre aux stratégies de l'entreprise, oui, évidemment, moi je suis, mise en mouvement aussi par ce qu'on appelle la symétrie des attentions. C'est-à-dire que je pense que ce que l'on demande à l'entreprise, enfin la stratégie que l'entreprise doit développer pour se développer, prendre soin de ses clients, elle passe nécessairement par une stratégie au profit de ses collaborateurs pour le développement de leurs collaborateurs, des collaborateurs. Et donc, cette symétrie des attentions, si elle guide chacun de nos pas en tant que DRH, fait converger ces 2 objectifs, celui du développement de l'entreprise et celui du bien-être des collaborateurs. Alors évidemment, j'ai eu la chance de ne pas être DRH dans des entreprises qui étaient dans des situations économiques ou financières difficiles. Sans doute, mon discours serait un peu différent si j'avais vécu ces situations-là. mmh, Voilà. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans des structures, qui étaient, en développement ou en maintien, mais pas, voilà. mmh. Tout à fait, oui, c'est vrai C'est qu'après voilà, la posture aussi du DRH, peut aussi, j'imagine, dépendre du contexte de l'entreprise, tout à du fait. contexte dans lequel elle est. En effet, quand on est en plein, plan social, ou, Oui. voilà, en grosse perte d'activité, c'est sûr que le rôle, est différent et du coup, bon, Ouais, ce qui à mon sens continue ça n'empêche pas ouais, de continuer à tenir cette symétrie des oui. attentions, parce que l'entreprise qui est dans un plan social, elle doit aussi faire attention à ses fournisseurs, elle doit aussi faire attention à ses clients, elle doit aussi faire attention aux parties prenantes. Voilà, c'est pas la même attention. Oui, c'est ça et puis Mmh. accompagner aussi ses salariés, même quand on s'en sépare, on peut aussi, les accompagner. Tout à fait, Mmh. tout à fait. Et quelles sont les difficultés que tu rencontres, actuellement encore, pour concilier ces 2 casquettes? On voit qu'elles demandent parfois des postures différentes, il y a des attentes différentes. En plus, bah, voilà, tu as ton rôle de DRH, à la mutuelle et ton rôle de coach à l'extérieur. Comment tu arrives à concilier les 2 et quelles sont les difficultés que tu rencontres? Hem Alors, il y a un outil qui me sert beaucoup, aujourd'hui pour réussir à concilier les 2 postures, c'est justement cette notion de casquette. Donc, quand je m'exprime en interne, heu, auprès des collaborateurs, bah, ça m'arrive de leur dire: «Bah, là, je vais prendre la casquette de DRH» ou «Là, je vais prendre la casquette de facilitateur» et de verbaliser ça. Et le fait de le verbaliser, ça me met moi en vigie pour avoir la bonne manière pour atteindre la bonne posture et puis ça permet à l'autre de savoir que, bah, parfois c'est pas la DRH qui est en train de parler ou parfois c'est pas la personne qui est en charge du recrutement. Moi, il m'arrive parfois en recrutement de ne pas, de poser ma casquette de recruteur et de mettre une casquette de coach ou une casquette de conseiller en orientation professionnelle au candidat en disant: «Voyez là», voilà. Puis après je remets ma casquette de recruteur et poser ça, le dire, faire le geste, vous ne le voyez pas, mais je fais le geste de mettre et d'enlever ma casquette. Heu, ça tout de suite, ça met en vigilance, ça met en attention par rapport à ça. Donc ça, c'est un outil qui me sert beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, une de mes principales difficultés, c'est le calendrier. Voilà, c'est l'agenda, c'est s'assurer
de la disponibilité, de ma disponibilité pour chacune de ces missions. Et si je dois partager un tips, c'est la disponibilité physique n'est pas la disponibilité mentale. Voilà, et donc mes premiers mois, je n'ai géré que ma disponibilité physique, en disant: «Bah oui, là, je peux à 18 h, mais là, je peux à» parce que j'aurais fini à 18 h 30, donc j'étais vraiment très axée sur, la disponibilité, temporelle, et j'ai manqué d'attention à ma disponibilité mentale, pour mener ces 2 casquettes. Donc voilà, maintenant j'y suis attentive. Là aussi, j'ai rebranché une vigie, Mmh. supplémentaire. C'est pas parce que je peux le faire dans le calendrier que je vais le faire, hein, et que je dois le faire. Hem, ça c'est je pense, c'est aujourd'hui ma principale, difficulté. Le fait d'avoir cette double casquette, est connu au sein de mon entreprise. Moi, j'ai eu cette transparence et toujours ce soutien, de la part de la structure. Je pense que ça, c'est aussi très aidant, de savoir que tout le monde est OK avec ça, et et que je peux conserver un engagement, très fort, auprès de mon entreprise, tout en ayant ce champ, de développement, personnel, puisque pour moi, c'est aussi un terrain de développement que de faire du coaching. C'est Mmh. un besoin, c'est un terrain de jeu, c'est un terrain de plaisir, et donc la transparence a été aussi un des outils, puisque j'aurais pas été, je pense, en mesure de pouvoir gérer, heu, si ça avait pas été transparent. Oui, parce que j'imagine, je pense à certains, des auditeurs, qui peuvent peut-être avoir comme ça des doubles casquettes. Mais j'entends que en effet, cette transparence, permet de réduire, finalement les tensions, Complètement. parce que sinon, en effet, on peut pas communiquer forcément hyper librement, de façon hyper transparente sur, sa deuxième voilà, mission, si on n'a pas été transparent. Je pense par exemple à des personnes qui seraient, en poste, à temps partiel et qui voudraient se lancer dans une activité à côté, donc j'entends que, bon déjà vigilance sur, la disponibilité mentale, Oui, parce que, ça demande un peu de flexibilité mentale de changer de casquette, donc se laisser quand même des soupapes, des moments, de voilà, de tout à répit. fait. Et puis ouais, une certaine transparence en tout cas pour être droit dans ses baskets, dans la posture Complètement. qu'on adopte quoi. Ouais, ouais, ça c Complètement, et que chacun des acteurs impliqués, que ce soit du côté de l'entreprise ou du côté des personnes que j'accompagne, ait la vision ait la bonne vision de la situation, et puisse s'exprimer aussi si ça pose des difficultés pour eux, puisse s'exprimer aussi librement dans un cadre qui l'autorise, heu, tout ce que ça peut poser comme questionnement. mmh. Heu, c'est marrant, parfois quand j'évoque ça avec les personnes que j'accompagne, ils me disent: «Ah ouais, bah, c'est vrai, j'avais pas regardé ce que tu fais. J'avais pas regardé qui tu es, j'étais pas allé voir sur ton LinkedIn», voilà. Heu et cette position, de transparence, pour moi, elle est modélisante aussi. C'est-à-dire que je renvoie à ceux avec qui j'interagis que c'est possible d'être transparent, et que quand on respecte, l'ensemble des parties prenantes, c'est plus simple pour soi. Mmh. Je pense que qu'on soit DRH ou qu'on soit coach, on accompagne beaucoup de complexités qui sont créées par les individus eux-mêmes, dans ce qu'ils osent dire, ce qu'ils n'osent pas dire, ce qu'ils pensent qu'ils ont dit que l'autre n'a pas perçu, voilà. Donc la être transparente, c'est aussi une manière de montrer au monde, je mets des guillemets que vous voyez pas parce qu'il y a absolument rien de prétentieux là-dedans, mais que voilà, cette transparente, elle est facilitante pour tout le monde. Et quels sont les plus grands défis que tu as pu rencontrer en tant que DRH et en tant que coach? Est-ce qu'ils sont différents ou est-ce qu'ils sont à peu près similaires aussi? C'est ça qui est intéressant. Alors ma enfin mon activité de coach est relativement récente. J'ai sans doute pas rencontré toutes les situations. Pour moi, le plus grand défi, de l'accompagnement en coaching, c'est de rester connecté à l'autre
tout en prenant la bonne distance et en se mettant aussi soit un peu à distance. C'est vraiment ce sujet du biais, de pas d'avoir le moins de biais possible dans l'accompagnement, y compris des biais, des biais perso. Quand l'histoire du coaché résonne avec vous, avec votre histoire, faut savoir avoir cette distance ou là encore, le poser en transparence, faire ce qu'on appelle l'effet miroir et renvoyer à l'autre ce qu'on est en train de vivre soi. Et ça aussi, c'est très modélisant pour les gens qu'on accompagne. Et peut-être que ça marche aussi pour le job de DRH, ça, en y réfléchissant. J'ai trouvé que les plus grands défis RH, pour moi, c'était d'être parfois tu disais tout à l'heure, porter la stratégie de l'entreprise et, et être parfois pas tout à fait en accord avec ce qu'on a à faire d'un point de vue valeur, tout en étant persuadé que c'est ce qu'il faut faire d'un point de vue opérationnel. Et cette gestion de l'alignement et du désalignement est pour moi un défi quotidien. En effet, oui, être persuadé que, pour le bien de l'entreprise, pour le bien de la stratégie de l'entreprise, c'est ça qu'il faut faire, mais que ça heurte, nos valeurs. Donc, j'entends, du coup, les défis qui sont plutôt finalement assez similaires quelque part entre, le DRH et le coach avec ce besoin, enfin cette nécessité de mettre, enfin, de prendre du recul sur, voilà, être empathique tout en, prenant du recul, sur ce que vit, l'autre pour pouvoir se protéger quand même. Parfois être, en plus là dans la position du DRH en désalignement, sur ses valeurs, pour pouvoir servir la stratégie de l'entreprise ou le côté opérationnel. Est-ce que tu as dû, remettre en question, certaines, approches que tu avais en tant que DRH ou est-ce que tu as dû adopter de nouvelles approches pour arriver à jongler, entre ce rôle de coach et ce rôle de DRH, depuis que tu as ces 2 rôles? Est-ce qu'il y a des choses que tu as dû remettre en question? Tu parlais tout à l'heure aussi de la difficulté au niveau de l'emploi du temps, au niveau de la disponibilité mentale. Enfin, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui ont dû, être bousculées? La question de l'alignement ou du désalignement, peut-être que cette formulation-là est un peu forte. Voilà, à quel moment on est dans le compromis et il est nécessaire d'être fait, et puis à quel moment on tombe dans la compromission parce qu'on est vraiment très éloigné de ce que l'on voudrait faire. Aujourd'hui, mon activité de coach en termes de, si on est en termes d'horloge, ça prend pas énormément de temps, hein. Mon principal temps est un temps de DRH. Il y a des choses effectivement dans le métier de DRH dont on n'a pas encore parlé, Sophie, depuis qu'on échange, qui sont des choses très organisationnelles ou qui sont des choses très juridiques. Qui font aussi partie du job de DRH, de la bonne gestion administrative de l'activité des ressources humaines et qui sont un peu loin, a priori en tout cas, de la posture de coach. Mais je pense que ça fait aussi ça fait aussi une force pour moi du côté coach, d'être capable, euh, quand le client en a besoin, de connaître les étapes, de mettre en place un plan d'action, d'imaginer comment faire jouer les rouages de l'entreprise. Je pense que ça apporte un complément aussi à ma posture de coach, d'avoir été DRH, Mmh. Oui, de l'être une encore. expertise du coup, ouais, une Oui, ouais. expertise, Alors, il faut bien dealer, enfin pardon, il faut bien se mettre d'accord avec son client qu'à un moment, c'est de l'expertise qu'il vient chercher puisque le coach n'est pas censé être l'expert. Mais évidemment, quand on est bien d'accord avec son client, bien sûr que cette expertise RH, elle est utile. Et puis moi, je pense tu parlais de défis tout à l'heure. Un des défis, c'est que le cerveau RH ne se réactive pas en coaching. Parce que moi, je les ai, les trucs Mmh. bah oui, tiens, c'est comme ça que ça se passe, c'est comme ça qu'il faudrait Mmh. faire, c'est ça la loi, c'est ça et donc il y a ces 25 ans d'activation du cerveau RH, ça demande un effort parfois d'aller, le désactiver. Parfois, il m'arrive de l'écrire, d'avoir besoin d'écrire pour que mon cerveau le pose et de continuer à être à l'écoute de mon client.
Ouais, c'est donc une technique, c'est d'écrire pour pouvoir vider ta Oui, ta tête, il y a de 2 techniques. Il y a une technique qui est vider, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme ça monte l'idée, ou la réponse avec la casquette RH, elle monte, donc elle est là, je la pose et ça m'arrive aussi parfois de dire à mon client: «Il y a ça qui vient, est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux prendre ce là?» S'il me dit: «Oui», je lui dépose, hein, et puis après il voit ce qu'il en fait, toujours pareil dans un objectif de transparence parce que tout le temps que je mets à essayer de mettre cette idée de côté dans mon cerveau, je suis pas disponible pour lui. l'écoute pour lui. Ouais, exactement. Et du coup, justement, bah, tu ressens pas encore, peut-être, voilà, de nécessité, de jongler, entre enfin, de mettre en place de nouvelles techniques, de nouvelles approches pour jongler entre ces 2 rôles parce que ton rôle de coach prend pas encore trop de place. Mais si tu voulais, lui laisser plus de place, est-ce que tu sais ce que tu devrais mettre en place? Est-ce que tu as comme ça, tu parlais de plan d'action, un petit plan d'action en tête? Effectivement, aujourd'hui, il faudrait faire opérer des choix, en termes de temps de travail. Voilà, et donc de modalités d'intervention, auprès d'entreprises. Ça n'est pas possible d'avoir la disponibilité ni temporelle ni mentale pour avoir une forte, activité de coaching et faire correctement et de manière impliquée et engagée. En tout cas pour moi, c'est pas possible. Un poste de DRH impliqué au sein d'un comité de direction, et en plus, moi, j'aime être au contact du métier, donc j'aime bien être avec les équipes, j'aime bien comprendre les problématiques, je l'ai dit, tout à l'heure. Le besoin, ça sera de besoin de faire un choix en termes d'intensité d'une des deux activités et donc de passer le cap que beaucoup, peut-être de tes auditeurs et auditrices ont déjà passé, sortir d'un statut de salarié pour aller à un statut, d'indépendant. Voilà, je pense que tous ceux qui ont passé le cap savent, ce que c'est ce moment où on est, au bord du Du précipice? au bord du précipice ou au bord de traverser la route et on se dit: «Bon, de quoi j'ai besoin encore?» Toujours cette Mmh. question-là: «De quoi j'ai besoin encore pour traverser la route?» Oui. Voilà. Alors il y a on a fait un épisode de podcast sur le job sharing, je t'invite Oui, à l'écouter d'ailleurs, je ne sais pas si tu l'as écouté, avec, tout à Léna fait. Basile et c'est vrai que le job sharing, c'est une modalité qui permet de répondre justement à ce type de besoins de certains salariés qui ont envie de développer une activité, mais qui ne les nourrit pas forcément, pas que financièrement, mais aussi qui ont besoin de garder aussi, un pied dans l'entreprise, sur un poste à responsabilité et cetera et le job sharing, c'est vrai que peu développé pour le moment en France, mais c'est une réponse à ce type de besoin, quoi. Oui, oui, complètement. Moi, je me retrouve complètement, j'avais écouté ton podcast, je me retrouve complètement dans ce schéma, heu et que je trouve intéressant. Alors, j'ai lu un bouquin je vous conseille également, peut-être tu pourras le mettre dans les ressources, qui Ouais. s'appelle «Les conversations cruciales», que j'ai trouvé, très intéressant et qui, dans le premier apprentissage ou presque, dit, si vous faites une phrase en disant, «Je veux manger une pizza, mais toi tu veux manger des pâtes», vous trouverez jamais la solution. Voilà, si vous dites: «Je veux manger une pizza et toi tu veux manger des pâtes», alors on va Mmh. trouver une solution et je trouve que le job sharing, répond à ça, je veux avoir un job, salarié, moi j'aime être impliquée dans l'entreprise, et j'ai envie aussi, de pouvoir avoir une activité un peu différente, prise de manière différente dans la position, dans, le rapport. Je vais peut-être dire des choses un peu simplistes, mais, être à son compte, c'est aussi découvrir un autre pan. Moi, ça fait 25 ans que je suis salariée, voilà, bah, je découvre un autre univers en me mettant à mon compte, et ça change mon rapport, aussi à l'administration fiscale, au travail, au voilà, donc c'est très enrichissant et pouvoir se dire que on peut mettre un «et» plutôt qu'un «mais», Mmh. ça ouvre des perspectives, de Mmh. développement.
Oui, tout à fait. individuel. Ouais. Moi, je suis une fervente partisane je pense qu'il y a beaucoup de domaines qui se nourrissent les uns les autres, et c'est dommage finalement qu'ils soient cloisonnés. Moi, c'est plutôt la partie enseignement, recherche et pratique RH, hein, mon domaine d'activité. Mm. Et je trouve dommage de devoir choisir entre j'enseigne les RH ou je fais des RH, mais je ne fais pas les deux. Voilà. Alors qu'en fait, les 2 se nourrissent énormément. Donc c'est comme toi, ton rôle de coach et ton rôle de DRH qui peuvent vraiment se nourrir et pas se Mm. faire concurrence, pas se cannibaliser, et où du coup, le RH est un RH augmenté en étant coach, sur d'autres journées. Enfin voilà, Ouais, tout à ça fait. augmente le Mm. professionnel finalement. Donc c'est vrai que c'était très, très intéressant, et j'invite mes auditeurs qui ne l'ont pas écouté d'ailleurs à écouter ce podcast sur le job sharing. Un petit peu de pub. Tout à Heu fait. et donc, quel conseil tu donnerais du coup à quelqu'un, qui souhaite, comme ça, avoir plusieurs casquettes, qui n'a pas envie, de choisir, hein, qui a envie de tout, et de tout faire, de faire plusieurs rôles? Quel conseil tu lui donnerais? Alors là, évidemment, la première chose qui me vient, c'est de le faire. Ce qui est le conseil que chacun donne, ne vous mettez pas de frein, et cetera. Mais de le faire en conscience, de le faire en étant attentif et en étant présent, en étant fier d'essayer de tester. Euh, et moi, j'écris beaucoup personnellement et ça me permet de me mettre aussi moi en conscience sur ce qui se passe, sur ce que j'apprends, sur ce qui me reste à apprendre, sur mes défis dans ces deux casquettes. Ce rôle de Vivi sur soi, je me l'applique aussi dans le fait d'avoir cette double casquette aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est important. Donc, ça serait mon deuxième conseil, c'est un, de le faire, et deux, de le faire en conscience, c'est-à-dire de bien se regarder faire et avec beaucoup d'amour Mmh. pour soi et pas de jugement, parce que je pense que la plupart des personnes enfin, je fais l'hypothèse, pardon, que la plupart des personnes qui ont cette envie de double casquette sont aussi des personnes qui sont très attentives à ce que chacune de ces casquettes soit faite correctement, hein. C'est souvent des profils qui sont quand même un peu des persévérants, quoi. Voilà. Et la bienveillance est aussi la bienvenue dans ces moments-là. Et peut-être l'autre conseil, c'est d'en parler autour de soi pour se rendre compte aussi qu'il y a du monde, qu'on n'est pas le seul à faire ça et que d'autres ont pu déjà vivre ces situations euh, et de se protéger des conseils qu'on n'a pas envie de recevoir. Mmh. Voilà. Oui, On c'est est vrai. autorisé à pas avoir, à pas accepter des conseils. C'est OK. Oui, oui, c'est Hein. vrai que des fois quand on a des souhaits d'évolution, les personnes se croient obligées de nous donner des conseils qui sont pas forcément, les bienvenus, ouais. Voilà, en fait, hein, on peut avoir envie d'en parler sans pour autant que quelqu'un nous conseille quelque chose. En coaching, en tout cas, c'est vraiment quelque chose auquel on est attentif. On donne pas de conseils si l'autre en a pas demandé. Et donc ça marche pour le reste de la vie, me Ouais, semble-t-il. c'est ça, tout à fait. Voilà, le tips, s'il doit y avoir un tips à retenir, c'est celui-là. Voilà, je pense que c'est ces 3 conseils-là que je pourrais donner. Du coup, tu es DRH, donc membre du CODIR, enfin un gros poste déjà, plus cette casquette de coach. Comment tu arrives et quels conseils tu donnerais aussi pour comment arriver à maintenir un équilibre, vie privée, vie pro, quand on est multicasquette, quand on a envie de développer, plusieurs choses? Donc tu parlais aussi, voilà, de réduire peut-être le temps de travail sur une des casquettes pour pouvoir, mais est-ce que tu as d'autres, idées? Là aussi, il faut être très attentif à soi, il faut s'écouter, savoir breaker aussi. Si son cerveau est OK pour ça, enfin, je pense qu'on a tous expérimenté d'aller se balader quelque part en forêt, où moi j'habite en ville, et d'aller se balader en ville, et puis tout d'un coup arrive la solution au truc qui nous prend la tête depuis plusieurs jours. Mettre à distance, aller voir le beau, que ce soit la nature ou une expo,
ses enfants et le gribouillage ou les créations magnifiques de ses enfants. Voilà, aller se connecter au beau, ça permet de prendre la distance. Bien sûr, il faut être très attentif à la charge de travail. Pas certaine d'être la mieux placée pour donner un conseil là-dessus. C'est à moi qu'il faudrait le donner. Ce que j'observe, c'est la possibilité quand on est à son compte de pouvoir travailler quand c'est le moment. C'est aussi, je crois, quelque chose que tu avais écrit sur la possibilité de faire des vacances productives en choisissant les temps où on est bien, en choisissant les temps où le cerveau est disponible. Et c'est pas forcément entre 8 heures et 17 heures, ce qui est moins possible quand on travaille que dans un poste de salarié. Ce jonglage-là aussi à avoir et à se préserver des temps qui soient des temps de créativité et pas forcément des temps de productivité. Oui, Euh, surtout que c'est vrai que des fois on sous-estime en fait ce temps, où on a l'impression de ne rien faire, comme tu disais, hein, aller se balader, aller faire une séance de sport et en fait, c'est là qu'on se dit: «Ah mais oui, en effet» et c'est en fait, finalement, c'est là qu'on est le plus productif parfois parce qu'on va débloquer des situations, penser à des idées nouvelles, et donc il faut s'autoriser ces temps-là pour pouvoir, avoir ces ouais. éléments-là, ouais, sinon Et puis, moi, j'essaye de m'astreindre à être le meilleur représentant du respect du droit à la déconnexion. Je pense que voilà, je crois beaucoup dans la valeur de l'exemplarité. oui, c'est vrai. Donc, je ne me connecte pas le week-end, je n'écris pas le week-end, je ne travaille pas trop le week-end pour mon entreprise, ce qui évite à mes collaborateurs qui arriveraient le lundi d'être déjà en retard parce que moi, j'ai bossé le week-end. Et Mmh. ça, c'est terrible pour l'avoir déjà vécu. Ou la nuit. Bien sûr, ou la nuit, exactement. Et cette exemplarité, alors, aujourd'hui, je suis dans un environnement qui respecte, vraiment, le droit à la déconnexion. Ça a été moins le cas, j'en parlais rapidement, dans le mouvement sportif parce que les bénévoles sont aussi des acteurs qui interviennent sur les champs, de leur bénévolat en dehors de leur temps de travail. Et donc ça crée un peu cette dichotomie. C'était moins facile de pas travailler le week-end, dans Mmh. ces Non, c'est moments-là. mieux. Et du coup, il faut aussi peut-être s'autoriser, s'il y a une grosse activité le week-end, à ce que, le lundi ou le vendredi soit un peu plus cool. Mmh. Tout à fait. Être, Voilà. bienveillant et voilà, savoir finalement, hein, s'écouter et puis, ouais, écouter, voilà, ses besoins de repos aussi, être Et puis ces vigilant à ça. besoins, ouais, et ces besoins de créativité, enfin moi Oui. j'imagine qu'on l'a tous vécu aussi, hein, ça m'est arrivé à un moment, si on se réveille à 5 heures du mat et que l'idée elle est prête, bah oui, il vaut mieux se lever parce que c'est là que c'est prêt. Ouais. Et on retourne se coucher plus tard et on se lèvera peut-être un peu plus tard si on le peut, bien sûr. C'est toujours la question du respect des horaires de travail, mais être attentif aussi au moment où on est prêt Ouais. pour travailler. Mmh. C'est ça. Et donc si tu devais, transmettre un message clé à l'audience, qu'est-ce qui serait ce message clé? S'il y a de la joie, suivez le chemin, c'est bon signe. En effet, c'est vrai que parfois, j'écoute un podcast que j'adore, hein, Je peux pas, j'ai business et elle parle souvent, Aline Bartoli, hein, de ça, de parfois ce besoin, qu'ont les personnes, c'est dans notre culture de se dire: «Bah, si c'est trop facile, c'est que voilà, je devrais pas y aller» ou, Oui, «Si c'est pas dur», voilà et donc en effet, non, c'est pas vrai. On non, non. peut on peut ressentir de la joie en fait, en Complètement, travaillant. complètement. Moi, Ouais. j'avais écrit un petit texte aussi sur LinkedIn sur la joie. C'est la boussole. Si vous sentez de la joie, c'est le bon chemin. Mmh. C'est Prenez-le. ça, c'est que vous êtes alignés, hein, on parlait d'alignement. Exactement, exactement. Et puis c'est les longues vies, donc ça vous coûtera moins, ça vous apportera beaucoup de plaisir. Et s'il y a pas de joie, et ben, il faut détecter, quoi. S'il y a pas de joie, faut prendre rendez-vous avec un coach. Voilà, c'est ça. Et pour finir, bah, c'est quoi justement, tes prochains projets, tes prochaines aspirations? Alors moi, je travaille en interne à former l'ensemble des managers à une meilleure connaissance d'eux-mêmes pour continuer à les accompagner dans leurs relations, dans leur efficacité relationnelle, on va dire. Donc ça, c'est le gros programme qu'on va développer dans la mutuelle.
Et puis moi-même, je lorgne sur de la formation aussi et animer des formations. Prendre la Euh, casquette de formateur, Prendre la c'est casquette chouette de ça. formateur aussi, qui est encore une casquette différente de la casquette de coach, mais j'intuite qu'il y a quelque chose d'intéressant à pouvoir accompagner quelqu'un en étant et formateur et coach. Tout à fait. Ouais. Ouais, je pense qu'il y a un truc chouette à faire avec l'individu, donc voilà, je commence à gratter par là. Donc j'ai noté, j'aime bien aussi que notre invité nous dise des noms de livres, les conversations cruciales comme livres à lire. Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent en tête pour que nos auditeurs complètent leur petite bibliothèque? Moi, j'ai eu une expérience assez forte avec un livre qui s'appelle Rencontrer l'enfant intérieur, Chin Han. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais, pardon pour si j'ai écorché son nom, euh, qui nous ramène voilà, qui nous invite à revenir se connecter à l'enfant intérieur et donc à la joie. Voilà, voilà. Donc ce livre a été aussi un chemin vers le retour aux choses simples et Mm. qui font plaisir. Et c'est précieux. Voilà. Et donc, je suis d'accord avec ce que tu disais tout à l'heure, ne pas hésiter à aussi être bien quand c'est facile et quand on est Mm. dans l'aisance, parce que c'est là qu'on est fort. Oui, Mhm. oui, c'est ça. Tout ne Voilà. demande pas un effort et c'est normal, c'est pas grave. Non, c'est ça. On n'est pas habitué, on n'a pas été habitué comme ça en fait. Tout à fait. Donc du Tout à fait. coup, il faut comprendre en fait, parfois c'est facile pour nous, c'est difficile pour d'autres. Il y en a qui adorent faire des reels sur Instagram, c'est facile pour eux, c'est très difficile pour moi et voilà et c'est très bien pour eux. Ils prennent du plaisir à ça. Donc du coup voilà, il faut aussi en fait, être à l'écoute de ce qu'on aime faire en fait, c'est ça. Tout à fait. Tout à Mmh. fait. Eh ben, écoute, merci beaucoup Emmanuel pour, ce témoignage, inspirant, plein de conseils, qui, permet voilà de voir un petit peu, comment, voilà tu as pu gérer et comment tu gères aujourd'hui cette double casquette de DRH de coach qui j'espère inspirera notre audience, les auditeurs, et qui leur donnera des pistes pour eux aussi peut-être, prendre plusieurs casquettes, développer, leur, potentialité et puis, arriver à mieux gérer l'ensemble, de ces casquettes, qui sont parfois, difficilement conciliables. Merci à toi, Sophie. Merci. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura permis de trouver des réponses à vos questions concernant l'équilibre à trouver quand on a plusieurs métiers, plusieurs missions dans une même vie professionnelle. Si vous avez aimé cet épisode de podcast, n'hésitez pas à laisser un note ou une commentaire sur votre plateforme préférée. Merci et à bientôt pour le prochain épisode.